presse, bonsoir. Nous étions ici lundi. Je vous avais dit que nous aurions aujourd'hui une autre séance de briefing dans le cadre de cet exercice de redevabilité. La dernière fois, nous avions fait une plongée sur des questions économiques, spécifiquement sur la mesure de suppression et des réductions des taxes qui a été expliquée par mon collègue du commerce extérieur. Et nous avons eu l'occasion de parler de pourquoi de notre adhésion à des communautés régionales. Ce soir, nous revenons toujours dans les cadres de cet exercice de redevabilité pour faire une plongée sur les conséquences de l'agression rwandaise en cours sous couvert du M23 sur les aires protégées. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais l'essentiel de tout ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, de dramatique, se déroule dans une zone protégée classée patrimoine mondial de l'humanité qui s'appelle Virunga. Vous savez que c'est dans cette zone qui est un massif régional parce qu'il va jusqu'au Rwanda. Nous avons des gorilles, d'autres espèces, mais nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui privés de liberté des mouvements avec tout ce que cela comporte comme perte parce que le tourisme en paye aussi le prix fort. C'est dans ces cadres que nous avons voulu associer à cet exercice mon collègue du tourisme Mondero Tsimba Matondo, qui aura l'occasion de nous brosser un peu les tableaux de toutes les pertes que nous occasionnons, que nous connaissons, y compris en vies humaines. Depuis les débuts de cette aventure, 13 Cogardes ont perdu la vie, mais toutes ces choses ne devraient jamais rester et ne seront pas du tout impunies. Monsieur le ministre du Tourisme, chers collègues, je vous remercie une nouvelle fois de vous joindre à cet exercice de transparence. Aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur les conséquences de la situation des guerres que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement sur les aires protégées qui connaissent malheureusement depuis des années les affres de tout ce que nous connaissons des négatifs dans cette partie du pays. Je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs et puis nous pourrons avoir l'occasion de discuter du sujet avec les professionnels des médias. Comme vous pourrez regarder à droite, il y a un tableau qui présente le parc national de Virunga avec des indications précises que le ministre pourra expliquer tout à l'heure. À ma droite et à ma gauche, il y a un tableau qui présente toutes les aires protégées de la République démocratique du Congo. Il aura aussi l'occasion d'en parler parce que c'est aussi cela l'une de nos ressources, c'est aussi cela l'une de nos richesses. Tout le monde nous demande de préserver les climats, tout le monde nous demande de contribuer à la préservation de l'humanité, mais nous sommes convaincus que sans sécurité, nous ne serons pas en mesure de remplir pleinement ces rôles que l'humanité attend. Régler le problème de la sécurité nous permettra de mieux protéger l'humanité. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Je profite de l'occasion de saluer l'ensemble des journalistes qui sont en face et présenter les conséquences de la guerre dans cette zone touristique du pays qui est la première. Comme vous le savez, les aires protégées du Congo sont gérées par 3 ministères. Les aspects de la faune et de la flore sont gérés par le ministère de l'Environnement. Les aspects touristiques et toute activité humaine dans les parcs sont gérés par le ministère du Tourisme. Et les aspects sécuritaires, ce qui concerne les corps de protection des aires protégées, les corps PEPEN, sont gérés par le ministère de la Défense. Nous parlons de la guerre par procuration qui nous est imposée par nos voisins à travers les groupes M23, mais la zone de guerre se trouve en plein parc de Virunga. Le parc de Virunga qui géographiquement se retrouve en RDC, mais sur le plan juridique qui est patrimoine universel de l'UNESCO. Un patrimoine universel qui appartient à l'humanité. Et nous passons aujourd'hui pour communiquer afin de dénoncer les déploiements des mesures sur la protection du patrimoine universel. Nous avons vu au Mali, lorsque le patrimoine universel, les mosquées anciennes de Tombouctou ont été attaquées par les groupes terroristes, eh bien, la communauté internationale s'est soulevée. Aujourd'hui, la RDC a laissé plus de 8000 hectares de secteurs
de ces faune et flore comme apport à l'humanité. Et nous faisons face à une hypocrisie. Partout dans le monde, nous suivons là où le patrimoine universel sont en danger, eh bien, la communauté internationale se met au devant pour défendre ce patrimoine qui n'est pas particulièrement congolais, mais qui appartient à l'humanité tout entière. Nous sommes là aussi pour démontrer en tant que ministre des secteurs les conséquences de cette guerre dans mon secteur du tourisme. Donc là, nous parlerons de la fermeture des activités touristiques dans cette zone, de l'occupation des sites touristiques par ces terroristes de M23, de l'occupation des villages riverains qui sont des villages touristiques par les M23, massacre des populations et de gardes-parcs, de la destruction de l'habitat naturel des gorilles des montagnes, de l'occupation de parcs aussi par d'autres groupes en dehors de M23. Des pertes des écogardes, comme je l'ai dit, c'est le 5e point. Et nous parlerons aussi de fermeture des projets de développement intégrés à l'arrêt. Donc là, nous parlerons des centrales et des bungalows et des sites touristiques fermés qui étaient en pleine construction. Nous parlerons de la situation de la réserve. Au-delà de cette zone, on va évoquer, comme on va parler des aires protégées, la situation dans la réserve de la faune Okapi en Ituri. Nous parlerons aussi un peu de la situation dans le parc national de Kaouzi-Biega où nous protégeons les gorilles de savane. Et ensuite, nous allons conclure de la position que le gouvernement envisage dans mon secteur pour punir ces groupes armés et leurs parrains. Voilà un petit briefing sur ce que nous allons dire aujourd'hui. Excellence, Monsieur le ministre. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez donné le temps de la conversation de ce jour. Nous allons donc ouvrir les débats pour prendre les questions des uns des autres. À la dernière occasion, j'avais promis que je reviendrai sur ceux qui voulaient poser des questions. J'espère que vous en avez aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. On va commencer par Madame Gino. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame. Alors, je voudrais savoir, par rapport à nos aires protégées, surtout au niveau de frontières avec les pays de l'Est, notamment le Rwanda, combien la République démocratique du Congo a déjà reçu de ce pays en termes de rétrocession sur ce que génère la visite de gorilles congolais du côté Rwanda, conformément aux accords déjà signés entre les deux parties. Et aussi, je voudrais savoir, est-ce que ces accords, depuis leur signature, sont respectés? Autre question, vous parlez tout le temps de relancer votre secteur, le tourisme scolaire, académique et aussi professionnel. Est-ce que cette opération ne concerne que la ville-province de Kinshasa ou d'autres provinces seront aussi prises en compte? Au mois de septembre, je dirais le 28 pour être précise, l'Organisation mondiale du tourisme organise la journée mondiale du tourisme. La République démocratique du Congo sera telle de la partie, et qu'est-ce qui est prévu exactement pour prendre part et être visible dans ces grands forums? Merci. Monsieur le ministre, vous allez répondre, mais je souhaiterais que nous puissions rester focus sur le sujet principal de la conversation. Ça nous permettrait de donner plus d'éléments sur ces sujets qui nous occupent depuis plusieurs mois. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame. La collaboration avec le pays de l'Est. Nous avons des pays, l'Ouganda et le Rwanda. Nous avons ce qu'on appelle la collaboration transfrontalière autour du massif de Virunga, où nous avons un secrétariat qui gère ça, dont le siège se trouve au Rwanda. Vous avez précédé un peu mes conclusions. Avant mon arrivée, effectivement, à cause des guerres, le parc de Virunga a perdu une famille de gorilles qui s'appelle la famille Kwitonda. C'était une famille de 12 gorilles. Ils sont traversés de l'autre côté, parce que là, c'est les massifs que nous partageons ensemble avec le Rwanda. Cette famille s'est dédoublée. Aujourd'hui, nous avons des familles de gorilles qui ont quitté
les parcs nationaux de Virunga vers les parcs de la montagne. Mes prédécesseurs, ou à travers l'ICSN, l'institution qui gère avec les partenaires le parc de Virunga, sans faire de calcul. D'ailleurs, c'est parmi les causes qui ont fait que l'ancien DG de l'ICSN quitte son poste. Lors des audits, il s'est avéré que les recettes générées par les gorilles de la RDC de l'autre côté de la frontière étaient versées directement dans les comptes du secrétariat transfrontalier au lieu d'être versées dans les comptes de l'ICSN ou dans les comptes du ministère du Tourisme. Nous avons déploré cette situation et nous avons suspendu les opérations. Au jour d'aujourd'hui, au fait, nous avons plus de 417 000 $ au niveau du Rwanda dans la structure qu'on appelle RDB, Rwanda Development Board. Et nous sommes dans le processus de retourner cet argent au niveau du Congo pour contribuer au développement du secteur du tourisme. Et quand vous avez posé cette question, je pourrais répondre directement à ce que nous pensons. Si nous sommes venus communiquer aujourd'hui, c'est pour aussi dénoncer ces voisins qui collaborent avec nous dans les échanges scientifiques pour ce qui concerne la conservation des gorilles et des aires protégées, qui bénéficient de la production de nos gorilles dans le cadre des visites des touristes, soutiennent un peu ces groupes qui viennent encore déranger l'habitat naturel des gorilles. Parce que lorsque nous parlons de Rumangabo, c'est en plein parc de Virunga. Lorsque nous parlons de la guerre à la fermeture des travaux à Rwanguba, c'est en plein parc de Virunga. Donc voilà la réponse. Au jour d'aujourd'hui, nous avons de l'argent de l'autre côté, mais nous envisageons même sur les plans scientifiques, ensemble avec le ministère de l'Environnement, s'il n'y a pas changement dans les comportements des voisins, de voir scientifiquement comment rapatrier ces deux familles de gorilles. Parce que c'est possible. La deuxième question, je ne sais pas si vous n'avez pas regardé la RTNC hier, le ministère du Tourisme a lancé officiellement les activités du tourisme scolaire, parce que nous sommes en pleine vacances scolaires. Nous avons démarré pour la ville de Kinshasa. Je vous avais dit, au fur et à mesure que nous améliorons en termes de l'assiette, ça veut dire du fonds provenant du secteur touristique, eh bien, nous allons investir dans chaque capitale. Si Kinshasa aujourd'hui a des bus pour touristes jeunes, mais je vous dirais que la ville de Mwanda ou le territoire de Mwanda a bénéficié de bungalows qu'on a construits en plein parc de mangroves, donc à la plage de Mwanda. Et au niveau du Nord Kivu, je ne peux pas vous citer le nombre de projets qui sont déjà en marche. Il suffit de contacter les jeunes de Goma aujourd'hui. L'île de Tchegera est ouverte. Nous avons 6 bungalows et tentes qui sont installés sur place. Non pas seulement ça, pour faciliter aussi à des privés, pendant la période post-Covid, de relancer les activités touristiques, le ministère a divisé par 2 les taux de taxation de taxes sur la redevance touristique dans les secteurs d'aviation en international tout comme en national. Bon. L'autre question, vous m'avez posée concernant la journée internationale. Je profite de l'annoncer que cette fois-ci, ça ne serait plus à l'intérieur du pays. Nous le ferons ici à Kinshasa, précisément au site touristique de Lantsele. Nous nous sommes donnés comme cap le mois de septembre pour terminer les travaux de la pagode de Lantsele que vous avez vu. J'ai évité la première pierre parce que vous nous reprochez chaque fois de lancer des pierres et de ne pas venir ouvrir des bureaux. Cette fois-ci, je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Nous serons ensemble à la fête du tourisme du 27 septembre. Je vous remercie. Voilà, gloire du journal La Prospérité. Et puis on prendra Bienvenue Marie Bakoumania. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai une question que j'adresse au ministre Modero. Excellence, Modero Ntimba. Oui. Il y a une réalité qui me paraît un peu paradoxale. Le gouvernement de la République tient à la pérennisation des aires protégées dans notre pays, mais en même temps,
il décide de mettre aux enchères plus de 27 blocs pétroliers. D'après des mouvements climatiques, cette décision menace la biodiversité de notre pays qui contient plusieurs gigatonnes de carbone. Comment vous expliquez cela? Vous savez, la politique de deux poids, deux mesures, comme Congolais, ça m'étonnerait d'abord que vous me posiez cette question. Parce que le parc, dans cette zone, lorsque je parle de massif du Virunga, ça veut dire que ça prend une partie l'Ouganda. Au moment où vous, jeunes Congolais, vous me posez cette question, eh bien, l'Ouganda est en train de construire la plus grande raffinerie de la zone. Et lorsque je parle de la protection de ce qu'on appelle patrimoine universel pour que le Congo apporte ça comme contribution dans le cadre de la réduction de la température de 2%. Le Congo, ça fait plus de 25 ans, collabore avec des organisations internationales telles que la Fondation Virunga. Et le Congo a donné tous les gages. Mais aujourd'hui, la question fallait me poser, où sont tous ces partenaires environnementaux dans le cadre de la guerre que le M23 et leurs partenaires nous font? Parce que là, eh bien, l'ensemble de la faune et de la flore est en danger. Êtes-vous au courant que Rumangabo, c'est en plein parc de Virunga? Êtes-vous au courant que la cité qui est aujourd'hui occupée, parce que le Congo fait face même à sa propre population. La ville de Goma ne sait pas s'agrandir suite au respect des engagements. Il ne faut pas servir de pont à ceux qui veulent nous faire des chantages au lieu de contribuer à aider le pays à trouver des solutions concernant cette situation. Le Congo respecte cet engagement, mais le Congo appelle tous ces gens de venir défendre ensemble le patrimoine universel. Le Congo ne mettra pas en danger. Il faut encore aller fouiller les techniques actuelles de forage, qu'on appelle les techniques latérales de forage. Au jour d'aujourd'hui, toute la zone du Sénégal jusqu'en RDC, la zone qu'on appelle la zone atlantique, les exploitations pétrolières se font en plein parc. Il y a des mangroves. C'est aux investisseurs de trouver les bons moyens pour collaborer et l'environnement et le pétrole. Mais au jour d'aujourd'hui, la RDC n'a jamais concédé un bloc pétrolier dans un parc. Alors, je veux compléter le collègue Modero, mais je pense que c'est vendredi, nous aurons un briefing avec mes collègues des hydrocarbures et celles de l'environnement pour venir bien expliquer. Les premiers impératifs qui nous concernent aujourd'hui, et c'est la même chose depuis 25 ans, c'est la sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, ici, nous voulons assurer la montée en puissance de nos forces armées. Nous devons être en mesure de mobiliser des ressources. Alors, pourquoi on va se délaisser des possibilités des ressources pour nous donner la puissance qu'il faut pour faire respecter notre souveraineté, notre intégrité territoriale? Pourquoi doit-on hésiter à utiliser ce que nous avons simplement parce qu'il y a des ONG qui vont s'émouvoir pour dire ceci ou pour dire cela? Nous sommes dans une option où nous voulons trouver des solutions aux problèmes de nos populations, en même temps que nous sommes respectueux de nos engagements souscrits à l'international. Alors on ne doit pas nous faire peur pour nous dire gardez votre potentiel pétrolier en l'état, ne les touchez pas parce que ça risque d'avoir des incidences sur la protection de l'humanité, mais en attendant, quelle est la contrepartie que nous avons, y compris pour assurer la sécurité de nos territoires? Et donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes face à ces choix et ceux qui sont nos partenaires doivent venir avec nous rediscuter du sujet pour voir comment on fait pour assurer à la fois la protection de l'environnement et nous permettre à la fois d'assurer notre devoir d'État vis-à-vis de notre population en termes de sécurité, mais aussi en termes de résolution des problèmes, de construction des écoles, de construction des routes. Donc c'est un choix qui a été fait et le moment venu, donc vendredi, la collègue de l'environnement qui suit la question de près sera en mesure de vous faire la démonstration que tout ce qui s'est dit n'est pas toujours ce qui est en réalité sur le terrain. Bienvenue, Bakoumania. Et surtout, pourquoi refuser aux Congolais ce qui est donné aux voisins dans la même zone, dans le même bloc? Parce qu'un bloc pétrolier, c'est une vase. Si vous n'exploitez pas aujourd'hui et que les voisins pompent, la même vase va se vider. Il faut reposer la question à ces lobbyistes. Ont-ils posé la même question au gouvernement ougandais?
parce que nous avons la même zone. Je vous ai parlé de la zone transfrontalière, le massif de Virunga, qui prend le Rwanda, la RDC et l'Ouganda. Et là, nous sommes en plein parc. Si chez nous, c'est le parc de Virunga, de l'autre côté, vous avez le parc de la montagne, et de l'autre côté du Rwanda, de l'Ouganda, vous avez le lac Albert que nous partageons ensemble. Donc si le Congo n'envisage pas, avec la nouvelle technologie, d'exploiter son gaz et le pétrole demain, eh bien cette vase commune qui contient les hydrocarbures se videra au détriment des Congolais et les voisins fera le développement dans son pays. Et aujourd'hui, demander à ces environnementalistes, ont-ils la possibilité d'arriver à Bunagana, à Rwangouba? C'est maintenant qu'il faut défendre ces patrimoines. Pour défendre les gorilles congolais, il faut commencer par défendre les citoyens congolais. On ne peut pas être plus cru que ça. Je pense que les gorilles, c'est nos gorilles. Mais n'apprenez pas aux Congolais que les gorilles de montagne sont beaucoup plus importants que les humains qui sont propriétaires de cette faune et flore. Voilà, merci. Prochaine question. Bienvenue Marie Bakoumania. Monsieur le ministre, vous lancez un appel à la communauté internationale qui est déjà présente en République démocratique du Congo à travers la MONUSCO. Chaque jour qui passe, le Conseil de sécurité tient des réunions sur la situation en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on veut que la communauté internationale fasse de plus que ce qu'elle fait déjà? Alors, avant que mon collègue me donne sa réponse, au moment où nous parlons, Bunagana est-il occupé, oui ou non? Savons-nous ce qui s'y passe? Nous entendons beaucoup de Congolais dire, parce qu'aujourd'hui il est établi, Madame Bintou ne l'a pas dit de manière claire, mais le 29 juin, elle a démontré que c'est une armée qui opère. Pourquoi on ne les dénonce pas? Parce que lorsqu'on dénonce, il y a des conséquences. Alors nous, nous sommes disposés à faire la paix, mais bon, en même temps, nous n'avons pas le temps de continuer à voir nos enfants, nos femmes être déplacées. Chaque jour qui passe, nous payons de coups en vies humaines. Et nous, nous ne devrons pas continuellement rester les bras croisés et dire, bon voilà, le bon Dieu viendra nous sauver. Non. Dans la dynamique dans laquelle nous sommes, nous pensons que la communauté internationale peut faire davantage. Parce que la MONUSCO, il faut comparer la MONUSCO d'aujourd'hui, les capacités opérationnelles qu'elle a, et la MONUSCO d'il y a 10 ans, à l'époque où les M23 étaient défaits. Et donc aujourd'hui, nous pensons que la communauté internationale peut faire davantage que des déclarations diplomatiques, parce que les drames continuent. Et nous ne pouvons pas, après 25 ans, parce que la communauté internationale, je le répète, est co-responsable de la situation que nous connaissons. En 1994, lorsqu'il y a génocide, nous ouvrons nos frontières parce qu'il faut accueillir les gens pour des besoins humanitaires. Mais depuis 1994, les drames sont arrivés au Congo. Nous avons perdu 2 chefs d'État. Depuis que cette affaire a commencé, des millions de morts. Alors, est-ce que ceci doit continuer? Nous tous, nous voyons aujourd'hui que la MONUSCO, elle est limitée. De par ses moyens d'action, nous voyons qu'elle est limitée. Et donc, si aujourd'hui la communauté internationale peut faire davantage, pourquoi ne les ferait-elle pas? Parce que nous, ce que nous voulons, c'est la paix. Je pense que la paix au Congo permettra à la communauté internationale de gagner davantage parce que nous allons mieux préserver les climats, nous allons protéger notre écosystème. Ce sont des sujets qui tiennent beaucoup à cœur la communauté internationale. Monsieur le ministre Modéron. Merci encore. Une coïncidence avec cette communication, j'informais mon collègue de l'information au moment où, comme si nous faire la guerre ne nous suffisait pas, la guerre qu'on fait au Congo, ou au Congo et aux Congolais, ne se limite pas sur le champ des tirs. C'est une guerre communicationnelle, c'est une guerre de lobby. La guerre s'est faite en pleine zone protégée, en plein parc de Virunga. Aujourd'hui, les réseaux des aires protégées d'Afrique sont en réunion au Rwanda. Le parc d'Akagera, c'est à peu près, ça ne dépasse pas 5000 hectares, si je me souviens bien. La RDC
en Afrique centrale a le plus grand nombre des aires protégées. Ça veut dire 13,7% de son espace est concédé aux aires protégées. Et l'ensemble de la communauté internationale peut aujourd'hui quantifier l'apport de la RDC concernant les questions climatiques. Et j'insiste sur la politique de 2 poids, 2 mesures. On ne peut pas nous demander aujourd'hui de conserver la plus grande réserve d'eau douce, de conserver l'espace la plus grande en Afrique centrale des aires protégées et de venir nous faire la guerre en pleine zone protégée. Nous nous demandons de condamner ces acteurs et de faire comme ailleurs et que les crimes qui sont commis dans des réserves naturelles déclarées comme patrimoine universel soient parallèles à ce qu'on fait au Mali, en Afghanistan et ailleurs. Si vous tuez dans le parc de Virunga, c'est la même chose lorsque vous tuez en Amazonie, c'est la même chose lorsque vous tuez à Tombouctou. Nous voulons que le même mesure. S'il n'y a pas de même mesure, eh bien, comme le ministre a dit, on ne va pas croiser les bras. Là déjà, nous aimerions vous annoncer à nos partenaires, eh bien, comme nous sommes en pleine zone de guerre et que cette province est déjà sous le régime de l'état de siège, eh bien, nous envisageons de proposer au gouvernement de passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire même la gestion du parc pourra passer prochainement sous la gestion militaire. Au moins, nous aurons un conservateur des parcs de Virunga, un général, un gestionnaire des sites de Rwangouba, un colonel, et nous sommes prêts à y passer. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui. Si le parc de Virunga, c'est un danger pour la population congolaise, eh bien, le parc de Virunga doit devenir un danger pour un citoyen belge qui le gère, un danger pour un chercheur britannique qui est là pour faire des recherches sur les primates. Nous voulons que les dangers que nos citoyens partagent soient connus dans le monde et la mort d'un Congolais vaut la même de la mort d'un Américain ou d'un Marocain ou d'un Rwandais. Nous ne voulons qu'un traitement égal à égal. Le Congo est en train de se redonner une place en international. Certes, nous n'avons pas les mêmes lobbying que les autres parce que bénéficiant des événements négatifs qui se sont passés, nous ne pensons pas y revenir à cette page-là. Mais je vous dis, si rien ne change, eh bien, ça serait au regret de nos partenaires. Moi, comme ministre des secteurs, je vais proposer à ce que la gestion de ces aires protégées passe de la même manière que la gestion de nos administrations qui sont passées de l'administration civile vers l'administration militaire. Je vous remercie. Voilà. Madame Pamela Moalou. J'ai 2 questions. Okay. La première s'adresse directement au ministre du Tourisme. Vous avez cité un certain nombre de... Voilà, vous avez cité un certain nombre de dégâts qui sont causés par les M23 depuis qu'ils contrôlent le secteur, mais je dirais de manière chiffrée. Combien le pays a commencé à perdre depuis que cette zone est sous contrôle? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je la pose à vous deux carrément. Vous avez commencé à dénoncer le silence de la communauté internationale et aussi la politique de 2 poids 2 mesures. Mais est-ce que finalement la RDC ne devrait pas s'arrêter, arrêter de compter uniquement sur la communauté internationale et prendre des mesures pour protéger sa population? Parce que depuis que ça a commencé, à tout moment, il y a des appels à la communauté internationale pour pouvoir dénoncer clairement ce qui se passe en RDC, mais on va dire il y a une sorte de silence de mort jusque-là. Est-ce que finalement la RDC ne devrait pas revoir sa stratégie et trouver des solutions pour protéger sa population? Sur ces questions, madame, je pense vous avoir déjà dit il y a quelques jours ici que nous sommes sur 4 fronts. Le front diplomatique, le front militaire, le front médiatique et les fronts judiciaires. C'est la communauté internationale qui nous demande à nous de protéger notre environnement. Parce que c'est en protégeant notre environnement que nous protégeons l'humanité. Vrai ou faux? Lorsque nous décidons d'ouvrir, de lancer des appels d'offres sur nos blocs gaziers et pétroliers, qui s'émeut en premier? Ce n'est pas les Congolais qui disent « ne faites pas ça », c'est la communauté internationale.
à travers son réseau des ONG qui dit non, 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 non. Si vous faites ça, vous détruisez l'humanité. Alors il faut que nous soyons dans une relation, dans des rapports mutuellement avantageux. Autant on nous demande à nous de protéger notre écosystème, autant vous regardez les besoins de nos populations aujourd'hui. Le premier besoin, c'est la sécurité. Comment, peut-être que nous allons demander aux services financiers de nous fournir les chiffres. Combien dépensons-nous annuellement depuis 25 ans? Combien d'écoles on aurait pu construire? Combien de kilomètres de route? Jusqu'à quand cette situation va durer? Alors nous voulons bien donner à la communauté internationale ce qu'elle attend de nous dans le cadre de nos engagements internationaux en matière de climat. Nous sommes un pays solution, mais en même temps, on ne peut pas admettre qu'un pays solution soit le pays où sévit depuis autant d'années les pires massacres. Nos morts, ils sont 6 millions, 7 millions, 10 millions. On ne sait même pas dire combien de Congolais sont morts exactement. Jusqu'à quand ça va continuer? Et donc ici, nous ne sommes pas dans une phase où on est particulièrement demandeur de quoi que ce soit, parce que nous savons, et cela a été démontré, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et donc, lorsque nous décidons de lancer des appels d'offres, notamment sur des blocs pétroliers et sur des blocs gaziers, c'est pour nous doter des moyens de réaliser la montée en puissance de nos forces armées, d'assurer les recrutements des jeunes, de ceux qui vont défendre chaque centimètre carré de notre territoire national. Ceux qui, comme nous, sont préoccupés par des questions climatiques et qu'ils peuvent agir, ils doivent agir davantage. Comment expliquez-vous qu'à gauche, il y a des parcs où on fait des sommets sur des aires protégées? Comment vous imaginez qu'un pays aussi grand qui détient les principales aires protégées du continent, nous n'y sommes pas allés, évidemment, parce que nous ne pouvons pas y aller, mais qu'on regarde sans rien dire, on veut aller voir les gorilles, il n'y a pas de souci, mais ces gorilles vivent avec de populations riveraines, de populations qui décèdent, qui vivent dans quelles conditions? On ne peut pas nous empêcher de vouloir le bien de nos populations à partir de notre potentiel. Voilà. Monsieur le ministre. Merci. Juste pour vous répondre, vous avez parlé de pertes depuis le début de la guerre. Moi, je parlerai rien que dans mon secteur. Nous perdons, suite à cette guerre, en termes d'abord d'emploi, parce que là, il y a la fermeture du chantier de Rwanguba, où, ensemble avec notre partenaire, nous étions dans un projet de construction d'une centrale de 28 MW. Je vous parle bientôt de l'arrêt ou presque de la centrale de Louviro, qui est déjà terminée, mais il fallait maintenant se lancer dans la distribution. Nous avons une autre centrale à l'arrêt de Mutuanga. L'ensemble de ces chantiers pour développer les projets touristiques dans la zone est quantifié à plus de 70 millions de dollars. Là, je vous parle que dans la zone Rutshuru, la zone de guerre de Rutshuru, si nous allons encore aborder la fermeture de la frontière de Bunagana, c'est mon collègue des finances qui pourra vous donner, mais je pense que nous perdons pas moins de 4 à 6 millions de dollars par semaine, cette frontière. Donc, les pertes sont énormes. Et c'est comme ça, comme je vous ai dit, la guerre n'est pas simplement au front. On nous fait une guerre médiatique, on nous fait une guerre politique, une guerre diplomatique, et nous ne pouvons plus continuer à faire cette guerre médiatique, même dans notre pays. Parce que nos ennemis, au Conseil des ministres, j'ai dénoncé beaucoup de Congolais parlent de la guerre en RDC, mais continuent à collaborer avec des structures comme Crystal Venture, qui est le bras économique du Rwanda. Combien sont en train de développer les projets immobiliers avec ces fonds d'investissement venant de l'ancêtre du FPR, de l'APR. J'aimerais quand même aussi dénoncer une autre hypocrisie parce que nous ne forçons pas, nous ne nous efforçons pas à connaître nos ennemis. Il ne faut jamais oublier que ces pertes ne commencent pas aujourd'hui. Et historiquement parlant,
n'est jamais oublié que l'AFDEL est venu de l'APER, l'APER est venu de MRM. Donc les réseaux avec lesquels le Congo ou le gouvernement congolais fait face, c'est une toile d'araignée. Et nous ne pouvons pas tout résoudre à la fois, mais nous apportons déjà des solutions dans plusieurs secteurs. Merci, madame. Voilà, prochaine question va prendre Séville de Politico.cd. Et ce sera Blaise. Voilà. Passez déjà de ce côté-là, comme ça, ça va être plus facile. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. La première question, c'est pour Monsieur le ministre du Tourisme. La réserve de faune à Okapi de l'Ituri fait face depuis plusieurs années, on parle de 10 ans déjà, de l'exploitation illicite des minéraux dans son périmètre. Bien plus aussi, cette faune fait face au braconnage armé des espèces fauniques. Alors, que fait concrètement le ministère du Tourisme pour barrer la route à ces phénomènes une fois pour toutes? La deuxième question, c'est pour vous, monsieur le porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, Greenpeace est mobilisé pour les boycotts de l'appel d'offres international des 16 blocs pétroliers dans notre pays. Et alors, que fait le gouvernement pour contrer cette campagne, ces bashing contre cette... Alors, on venait déjà d'y répondre tout à l'heure. De toute façon, la ministre de l'Environnement, qui est plus outillée sur le sujet, et mon collègue des hydrocarbures sera là pour répondre à la question. Mais ici, nous, on ne peut pas nous délaisser de nos ressources parce qu'une ONG nous demande de ne pas le faire. Alors, comment répondre aux besoins de Congolais qui veulent avoir des routes, qui veulent avoir de l'eau, qui veulent avoir des écoles? On ne peut pas laisser mourir nos réserves pétrolières simplement parce qu'il y a des inquiétudes sur le climat que les autres ont détruit. Alors, nous, on veut bien protéger tout ça, mais il faut que la contrepartie nécessaire arrive. Aujourd'hui, mon collègue l'a dit ici, et Mme Bazaïba le démontrera, il existe des technologies qui permettent de développer, d'exploiter les pétroles sans que cela ne détruise l'écosystème. C'est ce qui se fait en Norvège et dans d'autres pays développés. Et donc, il ne faut pas qu'on nous fasse peur, qu'on nous dise « restez dans cette situation de pauvreté malgré vos pétroles et vous aurez sauvé le monde ». Nous ne sommes pas prêts à jouer ce rôle. D'ailleurs, une autre source, je pense qu'on examine actuellement, une autre source d'insécurité, c'est l'inoccupation des espaces d'autres espaces de Virunga par la population congolaise suite au respect des engagements de la République. Avez-vous déjà été à Goma et voir comment la ville est confinée maintenant? On ne sait même pas aller vers Kichanga parce que partout c'est les parcs et nous respectons. C'est demander à Greenpeace qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant de tous ces trafics illicites qui se fait maintenant dans cette zone. Donc, ils viennent même questionner les intentions d'un gouvernement parce qu'on n'a pas encore lancé les appels d'offres. D'où est venue cette question? Les appels d'offres, le ministère des Hydrocarbures l'a parlé de manière vague et ça se fera à la fin du mois. D'où vient cette question? Donc, on questionne même nos intentions. C'est une façon d'inféoder un gouvernement. Pourquoi pas à travers nos propres agences de médias? Il faut résister et leur dire c'est maintenant qu'il faut protéger ces aires protégées. C'est maintenant. Pour la faune à Okapi, eh ben, vous avez la réponse avec l'adoption de la loi de programmation militaire. Nous étions un peu en retard sur l'installation de ce qu'on appelle les commandements Corps Pepen en Ituri, mais maintenant je vous parle du général Kassongo qui est chargé des opérations parce qu'il y a eu nomination de 2 généraux à la tête du Corps Pepen et le chargé des opérations est maintenant. Peut-être qu'il faut expliquer Corps PPN, c'est que ça veut dire. Le Corps Pepen, c'est une unité. Au début, on faisait trop de pertes en garde En parc. éco-garde. Le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de l'institution ICSN un corps militaire armé. Et ce corps est dirigé par 2 généraux, dont les chargés des opérations se trouvent actuellement en Ituri pour résoudre ces questions. Et la malchance, je pense, je ne sais comment, est que l'ensemble des aires protégées du Congo ont presque des ressources naturelles. Donc nous faisons face aux braconniers et nous faisons face aux creuseurs irréguliers. Parce que la loi congolaise n'autorise pas
les activités minières dans les aires protégées. Et c'est l'ensemble de toutes ces activités négatives qui fait créer beaucoup de groupes armés dans nos différentes aires protégées. Donc vous aurez la réponse. Et je pense que depuis 6 mois, il n'y a plus des actes de vandalisme dans qu'on appelle RFO. Merci. Voilà. Prochaine question. Et puis Pichou Moulumba, peut-être qu'il peut déjà approcher. Merci pour la parole. Monsieur le ministre du Tourisme, vous interpellez les écologistes par rapport à leur silence. Au-delà des mots, qu'est-ce que vous comptez faire pour que votre plaidoyer soit entendu? Et l'autre question, pourquoi le ministère du Tourisme ne collabore pas avec certaines stars, par exemple congolaises, du football ou d'autres domaines, pour essayer de porter encore plus haut la voix de la RDC par rapport à ce que vous dénoncez, pour que la solution soit trouvée? Allez-y, collègue. Ah, merci. Je vous ai parlé de la militarisation des aires protégées dans les zones de guerre. C'est une réponse qui veut dire militariser, ça veut dire même l'accès à des données scientifiques qu'on donnait à nos partenaires, eh bien, seront suspendus. Parce que pour avoir cet accès, il faut nous aider aussi à sortir. On ne peut pas avoir dans un même pays des aires protégées qui sont attaquées, et ce même pays est soumis à des conditions restreintes pour acquérir des armes. Le Congo n'est pas sous embargo, mais le Congo est sous embargo qui ne dit pas son nom au jour d'aujourd'hui. Pour faire face au M23, le Congo doit acquérir des armes. Et le Congo doit soumettre chaque fois sa liste dans une institution des Nations Unies qui doit vérifier le temps de faire tout ça. Ça nous crée aussi des problèmes. Et pour donner des réponses à ça, je vous ai dit, eh bien, pourquoi ne pas militariser? Parce que lorsque nous militarisons, même la collaboration cesse. De l'autre côté, le ministre de l'Environnement est bien placé de venir répondre le vendredi. Nous aurons des mesures un peu beaucoup plus fortes sur le plan de l'environnement. Nous sommes un pays souverain. Si un des aires protégées est vraiment très convoité par des groupes négatifs, nous sommes capables aussi de soumettre au Parlement congolais une proposition pouvant retirer le parc de Virunga du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si l'UNESCO et les Nations Unies ne font absolument rien, parce qu'on ne peut pas comprendre en pleine tribune des Nations Unies aujourd'hui une guerre au sein d'un patrimoine universel ne soit pas décriée et que personne ne comprend. Il faut pousser ces gens à comprendre. Donc nous allons examiner au niveau du gouvernement à mon secteur, pourquoi pas? Parce que ce parc a été créé en 1925. De 1925 jusqu'en 1994, il n'y a eu jamais de troubles comme ça. C'est lorsque le gouvernement congolais a accepté par humanité des gens qui ont fui la guerre de l'autre côté, la traversée de plus de 30 000 hommes, vous le savez, de l'ancienne armée rwandaise. C'est de là qu'ont commencé les problèmes d'insécurité dans le parc de Virunga. Donc aujourd'hui, le Congo, par sa souveraineté, par des difficultés causées non pas par des problèmes congolais, mais des problèmes venant d'ailleurs, nous sommes capables de motiver au niveau du Parlement et de soumettre une décision pouvant retirer ces patrimoines au sein de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, c'est des positions extrêmes, mais c'est des positions qu'on peut examiner. Voilà. Évidemment, on souhaite ne pas y arriver. On va prendre Pichou Moulumba. Les pasteurs de la vérité qui aiment la vérité sourient. Donc c'est une vérité qui... c'est une vérité. Pichou Moulumba, Monsieur le ministre du Tourisme, vous dénoncez avec raison d'ailleurs la politique de 2 poids, 2 mesures d'une communauté internationale aphone sur les désastres de l'agression rwandaise dans un massif qui est classé patrimoine universel. Mais alors, comment comptez-vous porter cette dénonciation? Pourquoi n'avoir pas, par exemple, participé au congrès des aires protégées d'Afrique qui se tient à Kigali pour hausser les tons sur place? Je ne peux pas contredire mon gouvernement. Il y a une discipline au sein du gouvernement.
Vous ne pouvez pas aller siéger avec des gens qui détruisent ce que vous avez construit durant plus d'un siècle. Quelle est la parole que j'allais apporter dans cette conférence si ce n'est pas condamner les Rwandais? Est-ce que les Rwandais allaient avoir une liberté de laisser un ministre congolais les condamner devant une réunion convoquée par leur propre pays? Je ne pense pas. Et je peux vous dire, officiellement, on n'a pas reçu une invitation. J'aurais pu soumettre cette invitation sous l'autorisation de mon Premier ministre, mais nous profitons de l'occasion pour attirer l'attention de ceux qui siègent là-bas et que la guerre au Congo s'est faite en pleine zone protégée. Et que si vous siégez pour les aires protégées d'Afrique, il faut penser à cette aire protégée qui est soumise plus de 20 ans à des atrocités incomparables. Voilà, merci. Marlon Kachamou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a un problème, encore une préoccupation. Quand les terres sont déclarées comme aires protégées, il y a naturellement des effets collatéraux, le déplacement des communautés. Alors aujourd'hui, il y a plus de 2 ans et demi que vous êtes déjà à la tête du ministère du Tourisme. 2 ans et demi? Oh là là. C'est combien? 1 année et quelques mois. Ah bon? On vous le souhaite, monsieur le ministre. On vous le souhaite. Merci, Comtier Gimon. Ça va aller, ça va aller. Ok. Alors, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour subvenir aux besoins de ces communautés qui sont déplacées et qui subissent les affres de la guerre ou encore des attaques des groupes rebelles? Monsieur le ministre de la Communication, une petite question pour vous. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on ne parle que du M23. On a oublié les autres groupes rebelles. Qu'est-ce qui se passe? Surtout, l'autre fois, je vous ai posé la question concernant la déclaration du président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui a dit explicitement ceci. Il y a des Congolais, des compatriotes qui soutiennent des milices. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, merci beaucoup. Avant que mon collègue ne réponde à la question, il faut qu'on se rappelle un certain nombre de choses. Lorsque la RDC décide d'adhérer à la Eastern African Community, communauté de l'Afrique de l'Est, on demande à la République démocratique du Congo de se mettre dans 2 processus. Il y a un processus politique, il y a un processus militaire. Dans les processus politiques, il a été demandé à la République démocratique du Congo d'ouvrir un espace de dialogue avec tous les groupes armés. Vous avez vu que le président de la République lui-même s'est même adressé aux différents membres de groupes armés. On a diffusé, je pense, l'élément ici, pour rejoindre le processus notamment des DDRCS qui est prévu. Pour ceux qui ont eu des problèmes logistiques et qui n'ont pas pu faire les déplacements de Nairobi, ils ont été visités à Bukavu, à Beni, à Bunia, à Goma, par la facilitation, l'équipe mise en place par les présidents, dirigée par son mandataire spécial, le professeur Serge Chibango. Vous avez suivi. Et donc, du fait de l'acceptation de tous ces groupes armés de s'insérer dans ces processus de paix, aujourd'hui, dans les papiers, sur papier, ils ne posent plus problème. Ce sont les réfractaires au processus de Nairobi qui posent problème. Et les réfractaires, on peut citer les noms. Les ADF, mouvements terroristes, que nous continuons de combattre à Beni avec les UPDF, et puis les M23 ressuscités, qui a été même le premier au 23 mai à attaquer, y compris les cascadeurs de la MONUSCO. Et donc aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation sur terrain, nous reviendrons sûrement avec le général Kassonga pour plus de détails opérationnels, vous constatez que les autres groupes armés sont plutôt, malheureusement, obligés d'attendre, de voir que ces processus, ces guerres, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est ce qui nous occupe, la guerre ici avec le M23, plombent un peu les efforts qui étaient en cours.
Et donc, c'est pour ça que nous, comme gouvernement, nous pensons que ça doit, cette fois-ci, se terminer une fois pour toutes. Parce que nous pensions qu'avec notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, on avait ouvert une fenêtre qui devait rassurer tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait ces processus, on a ouvert ces processus de discussion. Par la suite, il y a évidemment la force régionale qui va se mettre en place bientôt, qui doit venir pour sévir contre les groupes armés réfractaires au processus de dialogue politique prévu dans le cadre de Nairobi. Et donc, il faut que ces choses-là soient bien claires. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans l'individualisation ou dans la stigmatisation, mais dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un volet judiciaire qui suit son cours. Tout ne se règle pas dans la place publique, mais aujourd'hui, pour nous, gouvernement, et c'est bien clair, nous voulons en finir une fois pour toutes. Et que tous ceux qui sont complices, le président a dit à ceux-là qui sont dans le groupe armé de se retirer, de rejoindre la voie du processus. Il n'est pas encore trop tard. Monsieur le ministre Modero. Merci. Je pense que le ministère du Tourisme au parc de Virunga agit en collaboration avec son partenaire de la fondation Virunga. Depuis le début de la guerre, je peux vous dire Virunga Foundation, qui est partenaire du ministère du Tourisme et de l'Environnement, contribue énormément pour apporter de l'aide à la communauté congolaise qui se déplace des zones de guerre. Je peux vous donner par exemple, et ça ne commence pas maintenant, depuis les événements de Nyiragongo, comme secteur de la vie publique, le ministère du Tourisme a dépensé, via sa collaboration, plus de 700 000 $. Même mon collègue était étonné. Savez-vous que grâce au parc de Virunga, que 70% de l'électricité fournie à la ville de Goma vient du parc, et nous alimentons tous ces camps de réfugiés en eau potable, parce que la centrale de traitement d'eau de Nyiragongo est supportée par la fondation Virunga qui gère les parcs. Nous avons aidé beaucoup de déplacés au Kijé de Rwanguba, là où on a eu des travailleurs. Nous avons aidé beaucoup de populations de Ruvumu, Bugina, Kanyabusoro, Kabina. Les véhicules du parc sont utilisés pour évacuer parfois les civils dans cette zone. Nous-mêmes, nous déplorons beaucoup de pertes. Depuis cette guerre, on a perdu plus de 13 éco-gardes. Nous avons des fermetures de nos sites touristiques à Kigeri, à Nyiragongo. Donc, je ne peux pas te citer ce que nous menons comme acte, mais tous les jours, la liste est tellement longue, c'est comme ça que nous déplorons cette situation. Donc, le parc de Virunga, les gestionnaires travaillent tous les jours pour déplacer les citoyens qui fuient les zones de combat. Et au niveau de Goma, la fondation Virunga aide la SNEL et la Régie des eaux dans le cadre de rétablissement de son réseau électrique et de distribution d'eau. Donc, nous sommes le premier partenaire, s'il faut parler au nom de tous nos partenaires du parc. Alors, on va prendre les 3 dernières questions. On va commencer par Steve Wemby. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Malheureusement, je n'ai pas une question pour vous. J'ai une question juste pour le porte-parole du gouvernement. Monsieur le porte-parole, où est le président de la République? Ça, c'est la première question. Et toujours dans la même lignée, demain, en Tanzanie, il s'ouvre à Arusha une rencontre où plusieurs chefs d'État de Eastern Africa Community vont se retrouver. Est-ce que la RDC va participer, toujours en Tanzanie, où il y a nos 200, nos conteneurs qui ont plus de 200 maisons préfabriquées? Est-ce que vous allez aussi plaider pour que ces maisons rentrent en RDC pour nos militaires? Merci. Alors, sur la première question, je crois que je vois où vous voulez aller, mais on ne va pas y aller. Le président de la République est en déplacement privé parce qu'il est prévu notamment qu'il rencontre son médecin
Je pense qu'il sera d'ailleurs de retour ce week-end. Sur le sommet d'Arusha, vous avez vu qu'il y a 2-3 jours, le mandataire spécial du président de la République, le professeur Serge Tibangu, a été passé un message à la présidente tanzanienne de la part du président de la République. Et pour le sommet d'Arusha, je peux vous assurer que la République démocratique du Congo sera représentée. Et les moments venus, nous pourrons reparler de ce qui sera dit là-bas. Alors, votre autre question sur le conteneur qui était bloqué, je crois qu'il y a un processus en cours parce que d'abord, ça faisait l'objet du procès, mais il y a eu ces demandes. Je pense que le gouvernement, à travers les ministères dédiés, a pris contact avec les consuls, je pense, de la Tanzanie, pour voir de quelle manière on peut s'assurer que ce conteneur arrive pour faire, c'est pourquoi ils ont été importés. On vous donnera les détails le moment venu, le temps de nous référer au ministre dédié sur le sujet. Madame Rachel Kitita. Le pasteur est satisfait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai deux petites questions pour le ministre du Tourisme. Pour avoir été moi-même l'année dernière, en fin d'année, dans le parc de Virunga, donc je comprends la complexité de la question. Mais est-ce qu'il existe une loi en République démocratique du Congo qui organise un peu cette question, le sujet des aires protégées, s'il y a attaque aujourd'hui, puisque les conséquences sont énormes, notamment sur le plan économique dans le pays. Les mécanismes pour sanctionner devraient commencer par lequel? S'il existe, je dis bien, une loi qui fonctionne, qui organise un peu le fonctionnement des aires protégées en RDC. Ce n'est pas seulement le fait de groupes armés, bien que c'est le pourcentage assez élevé qui attaque les aires protégées de la RDC, mais c'est également les populations avoisinantes, par exemple du parc des Virunga, qui rentrent dans le parc pour exploiter et faire le charbon de bois. Quelle est l'autre alternative que vous, gouvernement, ou vous, ministère du Tourisme, vous mettez en place pour permettre à ce que le parc ne soit pas autant exploité par les riverains? Aussi la question des chiffres, le secteur touristique en République démocratique du Congo rapportait combien avant finalement les récentes attaques, et aujourd'hui on en perd combien par exemple sur le plan touristique? Merci. 3 questions en une. Merci Madame Rachel. Monsieur le ministre. Merci. Pour vous répondre, la loi, oui. C'est comme ça que vous voyez, même en question de faune et flore, nous avons une classification des espèces, ceux qui sont menacés ou pas. Nous avons des espèces avec lesquelles vous pouvez voyager ou pas. La loi existe. Et c'est cette loi qui est appliquée à chaque fois qu'il y a des poursuites. Vous vous souviendrez, chaque fois l'ICCN invite la presse pour venir voir comment on brille comment on appelle ça, les protections des éléphants, des ivoires, et comment on libère les perroquets gris. La loi existe et nous l'appliquons. Et grâce à cette loi, d'ailleurs, que nous avons encore tout ce que vous avez vu là, les 17,7%, pardon, 13,7% du territoire national, avec comme objectif d'atteindre plus tard 17% par rapport à nos engagements. La loi existe, madame, et nous l'appliquons chaque fois qu'il y a des problèmes. La question du charbon, c'est comme ça qu'on dit la guerre nous fait encore reculer. Lorsque je parle de la fermeture du chantier de Rwanguba, madame, c'est la construction d'une centrale électrique de 2,8 mégas. Lorsque je parle de la fermeture des travaux des lignes de distribution sur Luviro, qui est en frontière entre Rutshuru et les territoires de Lubero, effectivement, tous ces centrales, tous ces chantiers sont en train d'être érigés par mon ministère à travers ses partenaires pour réduire les besoins de charbon de bois. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons toutes ces centrales fermées. Eh bien, c'est comme ça que j'ai dit, c'est le moment que nos amis de Greenpeace de venir défendre ces patrimoines. Parce que ces gens qui n'auront pas encore d'électricité, une année, 2 ans, il suffit de voir une ville comme la ville de Goma, lorsque vous avez 1 million de foyers, par exemple, qui utilisent les bois pour chauffer,
ou des bois pour préparer, donc la destruction sur la flore va continuer. Donc la guerre a des conséquences environnementales très graves que nous le pensons. Mais si demain il y a la paix et que nous avons nos 4 centrales en marche, l'exploitation de la braise va diminuer. Donc voilà la réponse aujourd'hui. Si vous avez vu ces différentes centrales au niveau des territoires de Lubero et au territoire de Rutshuru, en plein parc de Virunga, c'est pour réduire la dépendance en bois de chauffe. Et je pense, lorsqu'il y aura la paix, parce que tout ça, c'est dans les statistiques des besoins des populations locales, cela va être réduit. Effectivement, à mon arrivée, j'ai trouvé que c'est 1,9 à 2% que ça a apporté. Ça a apporté 1,9% ou 2%. Le tourisme, c'est la conséquence aussi de l'état des lieux de nos infrastructures. On ne peut pas développer le tourisme dans l'ensemble du Congo si nos infrastructures aéroportuaires sont en retard. Il est impossible à un tour opérateur de produire et de fournir à une agence un programme de visite du Congo dans 10 jours, le 26 provinces. Si les travaux lancés par mon collègue des transports, dernièrement ici à Ndolo, la réhabilitation des différents aéroports, non pas seulement réhabilitation, balisage, il faudrait qu'on ait des touristes capables d'aller à Kananga la nuit et atterrir calmement. Donc, le pourcentage ici, l'apport du tourisme dans le budget de l'État dépendra aussi des infrastructures. Et routières, donc les programmes 145 territoires, les programmes sur l'interconnexion des provinces, parce que le tourisme, ce n'est pas seulement dans les avions. Il faut qu'un citoyen congolais quitte librement Kinshasa et arriver chez toi à Kenge calmement la nuit, ou aller plus loin à Lodja. Tout dépendra aussi du développement des infrastructures internes. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 2%. Et comme la première zone, je ne le souhaite pas, touristique du pays est attaquée, il nous sera difficile de faire des miracles, sinon à beaucoup travailler sur d'autres opportunités touristiques dans le pays. Mais aujourd'hui, je ne peux pas nier, le Nord Kivu est la première zone touristique. Le Nord et le Sud Kivu. Donc, voir cette zone en guerre affecte grandement le secteur touristique. Parce que si aujourd'hui, nos voisins sont champions des conférences et tout, tout est dans le tourisme. Et c'est comme ça qu'on dit, la guerre n'est pas seulement au front. Aujourd'hui, un touriste qui arrive à l'est du pays, la première chose qu'on va lui dire, d'aller pas dans cette zone. Déjà auparavant, il n'y avait pas la guerre, mais nous nous sommes efforcés de sortir les Congo de l'indice rouge de l'OMT. C'est comme ça que nous sommes allés gagner en Espagne la vice-présidence du bureau OMT Afrique. Et ces gens-là travaillent aussi pour ça. Ça veut dire, tant qu'il y aura des coups de balle dans cette zone, qui est la première zone touristique du pays, c'est s'attaquer aussi à l'économie et à la visibilité du Congo. C'est comme ça que nous demandons aux Congolais, pour ceux qui ont l'information et que la guerre qu'on nous fait est économique, eh bien, cessez d'aller ouvrir des comptes en face. Vous habitez Goma, tous vos comptes sont à Gisenyi. Ça aussi, c'est apporter un effort de guerre à nos ennemis. La guerre, ce n'est pas seulement les gouvernements, c'est l'attitude aussi de sa population. Lorsque nous dormons dans les hôtels de l'autre côté en disant « Nagola Nagomate, insécurité, l'équimakas », ceux qui vous ont placé ces phrases-là, c'est aussi la guerre qu'on nous fait. C'est ça la guerre. On nous a préparés psychologiquement et qu'un touriste ne peut pas dormir à Goma. Ceux qui ont tué l'ambassadeur italien, c'était déjà ça la route de la guerre. Un ambassadeur tué dans une province, c'est toute l'économie touristique qui est tuée, madame. C'est comme ça qu'on vous dit, ensemble, nous devons lutter pour sortir les pays de cette guerre. Voilà. Et ils sont dans la stratégie de nous maintenir, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, de nous maintenir dans cette image-là. 2 345 000 km², une zone en rouge, comme vous le voyez là, a des problèmes, mais on prend le Grand Congo dans l'index de visites touristiques que nous sommes une zone rouge. Alors qu'on peut dormir calmement
à Kinshasa et aller manger son poulet maillot à Kapela, alors qu'on peut nager calmement sur les plages de Mwanda, on peut nager calmement sur le lac Mukamba au centre du pays, mais on nous maintient et que l'information du Congo soit focalisée dans cette zone, dans cette partie. Nous perdons les gens et c'est l'image qu'on présente du Congo. Et ils ont des relais dans les circuits économiques, dans les circuits médiatiques, s'il vous plaît. Vous avez vu l'exemple, le gouvernement examine le vendredi passé la possibilité de lancer les appels d'offres sur les blocs pétroliers. Le gouvernement n'a pas cité nommément les blocs pétroliers dans les zones. Nous avons une question qui nous vient, Greenpeace à pair. Donc même les intentions du gouvernement est sondée dans le cadre de nous maintenir dans le sous-développement, de nous maintenir dans cette image, et nous ferons face à ça. Le Congo gagnera. Merci, madame. Merci beaucoup, mon ami Modero Ntimba. On va prendre les 3 dernières questions en une série parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal. On va prendre Madame Pemba, Madame Mandala et on aura une dernière question en lingala. S'il vous plaît, vous 3, comme ça, on prend la série et on répond en une vague. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre du Tourisme, je voudrais quand même revenir... Madame Gisette Pemba, Libéral FM. Je voudrais quand même revenir sur la question des gorilles. Je précise ma question. Avez-vous actuellement sur votre table un plan ou un projet pour justement réinventer le tourisme en RDC, puisque c'est le Rwanda qui a pris le devant en faisant la promotion de ces gorilles quand on regarde sa carte touristique? Pardon, parce que j'écoutais, vous avez dit... Avez-vous actuellement un plan ou un projet sur votre table pour réinventer le tourisme en RDC, puisque c'est le Rwanda qui a pris le devant en faisant la promotion, la publicité de ces gorilles quand on regarde sa carte touristique? Merci. Madame Mandala. Ok. Oui, enchaînez s'il vous plaît, parce qu'on doit faire une économie de temps, le journal doit commencer à 20h. Ok, monsieur le ministre, je reviens sur vos propos. Tantôt, vous avez parlé de la communauté internationale, vous avez parlé de l'UNESCO, des Nations Unies. Mais au fait, j'ai réfléchi, je me dis, mais l'UNESCO, les Nations Unies, ils savent que le parc de Virunga est occupé par les groupes armés. Les groupes armés locaux, les groupes armés étrangers, depuis plus d'une décennie. Cette communauté internationale est au courant. Je sens que vous avez levé le ton. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'aujourd'hui le gouvernement change sa communication, vous levez le ton, que cette communauté-là va se décider d'agir? Pourquoi, au lieu de les avertir, nous allons faire, pourquoi ne pas directement agir? Comme vous avez dit, prendre la décision de militariser directement la gestion du parc de Virunga. Mais une petite question en passant, je voulais savoir, est-ce que notre gouvernement ne peut-il pas penser ou se munir d'une politique de mise à l'abri des espèces rares? Est-ce qu'on a cette politique-là? Voilà, Monsieur Fabrice, pour la dernière question en lingala. Matondi mingi Thomas Patrick Muyaya, motuna nangai ezali na Thomas Modero Ntimba, bai mboka balingi koyeba bobimina yo lelo na bitando ike ezali penza pona ntina nini. Zambi boyengi ya bana mboka ezali na insécurité, oui, insécurité. Mokano nini binombura matari ya Congo bozui po na boyengi ya mboka. Deuxième motune ezali Mobutu oyo azalaki tata mokonzi ya mboka akala, nzoto na eti lelo ezalaka na mboka ya bapaya. Nzoka nde ezali na bato mosusu bakendaka pe o tala ye ekotaka mbongo na libenga ya tourisme ya mboka wana. Kuna nini te komema nzoto na ye o mabele ya bakoko. Et puis ndaku na yo borobaki borobongisa ya ntele kinomo ya lelo tokomi wapi? Collègue, vous pouvez répondre à toutes les questions. Il y a 3 minutes. Il y a Souka ko bimalelo omoni communication na biso ya gouvernement ezakana ndeko o alobango. Na lobeli bino totalaka opportunité ya communication lelo parce que na koloba naza makasi mingi na lingala te soki ezali kikongo na ngana lobango malam lelo na mboka Rwanda bikolo nyonso ya Afrique esangani ezokolobela protection ya ba air protégé
biso Congo lokola tozalaka na Tour Eiffel te, lokola tozalaka na ba statue ya liberté te, produit touristique na biso ya munene eza écotourisme, donc visite ya ba aire protégée na biso. Et yango biso lelo to telemi bino bato oyo bosangani boyebaki lelo makambo oyo bozoko lobela kuna awa biso na mboka Congo bandeko wana kaka baza ko soutenir bato oyo baza ko boma aire protégée pa na biso na banyama na ko kata banzete na kati ya réserve wana. O réserve wana eza ya biso kaka te, Congo epesango pona mokili mobimba o babenga patrimoine universel. Toleki na o lobi Mobutu eza question purement privée à famille na ye. L'état ti lelo ezalaka près ya kotia mbongo mukolo bana bakosangana bandimi. Réponse à suka honorable Nzanga lobaki abi adutaka nano ke ba extrémiste oyo ba inaka papa na bango soki baza kaka na makasi lobi eske bakoki ko profanité nzoto ya papa na bango et puis batikela bango temps bango moko na cohésion familiale mukolo bako décider bako ya na gouvernement et au sale effort et ko accompagner ndenge ya accompagner ya héros national na biso ntsele effectivement to bandiango ezanda ku ya Mobutu te. D'ailleurs je profite pour appeler sa communication ntsele za patrimoine ya l'état congolais nakala lokola l'état ezala ki confondi na parti état na ebite yo okutaki parti état était. Donc, parti État, ezala ki l'État. Comme ezala ki cité du parti, donc ça veut dire ezala ki cité à l'État. Et Mobutu atonga kiango pona ba conférence. Tango wana sokoza commissaire d'État et commissaire des zones oza en même temps nani président sectionnaire ya impair na zone wana. Alors confusion wana ezala ki eloko imperté ezala ki à l'État. Tango Mobutu atiki yango atika kiango na maboko ya ministère ya tourisme. Même tata mukonzi tango agenda kolala kuna alala na site touristique ya Ntsele. Eza service public comme nango Esten. Et d'ailleurs moko ya mopanzi sango lelo azakuna comme DG Jésus Noël Cheke. Tozoko réhabilitango peto mi pesi date tina mois de septembre poto fête ya le 28 septembre kuna toko transformer yango na musée ya Ali Foreman place alalaka oyo mso etikali koza ba restaurant peto kofungola oyo tobengi bisika bato bakufaka nini piscine ya Ntsele Folis l'envoka kana kikongo mozona to bambote. Alors les autres questions collègues. La question de madame Gisèle Pemba. Oui, on a un plan parce que petit à petit on avait plusieurs parcs classés sur la liste de patrimoine en danger, mais aujourd'hui je peux vous annoncer fièrement et que notre gouvernement a pu sortir le plus grand parc du pays sur la liste des parcs en danger, le parc de la Salonga, qui a un grand potentiel. Je peux vous annoncer que les touristes qui étaient focalisés vers le parc de Virunga, on les oriente maintenant. Nous ouvrons un autre axe touristique pour les amoureux du tourisme naturel vers le parc un peu plus loin, le parc de le parc de la Garamba. Et hier même, j'ai saisi mon collègue de l'intérieur pour appliquer la même politique de visa qu'on faisait au parc de Virunga. Ça veut dire une personne qui book pour la visite du parc de Virunga avait droit automatiquement, si c'est une personne étrangère, à un visa touristique. Et nous ramenons ces mécanismes. Au niveau de Kinshasa, vous suivez, on parlait des sites touristiques de l'Antsele. Je reviens d'une grande zone touristique qu'on ignore, Bunkeya, pour ceux qui ont étudié l'histoire de Bayeke. Et là aussi, nous travaillons ensemble avec le Mwami et nous mettons en place une politique de tourisme mémoriel. Et sans oublier, avec le gouverneur du Haut-Katanga, vous avez suivi l'ouverture d'un grand site touristique qu'on appelle Lumumba, à Chilatembo. Donc, dès la période post-Covid, au sein du ministère, nous développons un programme sur le tourisme interne. Alors, la dernière question, cette politique existe. Je vous ai dit que nous travaillons sur la sortie de nos différents parcs sur la liste des parcs en danger.
L'intervention, Madame Pemba, celle qui a suivi, c'est Madame Mandala. Effectivement, ce que vous dites, nous examinons à militariser la gestion du parc. Déjà, ça s'est fait à un niveau où les corps PEPEN collaborent avec la direction générale de l'ICSN, mais la mise à l'abri des espèces protégées, effectivement, nous le faisons. Ça ne veut pas dire, lorsque vous voyez la carte ici, et que toute la zone en rouge, c'est une zone des gorilles des montagnes. Non. Il y a des zones réservées aux gorilles des montagnes. Preuve, de l'autre côté, le parc est en frontière, non pas avec le Rwanda, mais avec l'Ouganda. Et là, c'est une politique de gestion des hippopotames dans les lacs. Et nos partenaires, effectivement, nous ont garanti bientôt, nous mettrons un filet pour protéger tous ces événements malheureux qui s'est fait au niveau du lac, les attaques vis-à-vis de nos pêcheurs. Eh bien, il y aura des bouées qui vont montrer les limites entre les eaux de l'Ouganda et les eaux de la RDC. Nous travaillons dans les programmes du gouvernement sur les 15 piliers. Nous essayons humblement de remplir les cases qui concernent mon ministère du Tourisme. Et je pense qu'aujourd'hui, vos enfants qui sont en vacances à Kinshasa, vous pouvez informer les écoles qu'il y a possibilité aujourd'hui d'écrire à l'ONT et vous aurez des bus qui sont là-bas mis à la disposition pour les élèves qui veulent visiter les sites touristiques de Kinshasa. Nous nous efforçons. Sur le plan international, comme je vous ai dit, la guerre c'était l'image du Congo. Mais comme la diplomatie est réservée à son Excellence Monsieur le chef de l'État et son délégué en cette matière, je pense que l'image que donne l'actuel chef de l'État fera que les 5 prochaines années, le Congo sera fréquentable. Surtout si nous arrivons à réhabiliter nos aéroports et nos structures d'accueil aussi, les hôtels et les lodges. Merci. Voilà, on va terminer cet entretien. Aujourd'hui, nous avons voulu faire un focus sur l'une des facettes, des conséquences de cette guerre que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo, avec mon collègue du tourisme qui gère une question cruciale et importante sur laquelle nous tenons, sur laquelle l'humanité entière tient aussi. Madame Mandala, sur votre question à propos de la communauté internationale, elle doit faire davantage. Ce serait que justice. Ça veut dire que si les mesures qui sont prises ne donnent pas des résultats, il faut faire davantage, comme par les passés, parce que nous pensons que cette fois-ci, nous méritons la paix de finir cette situation d'une manière ou d'une autre. Mon collègue du tourisme vous a présenté les palettes des mesures qu'il souhaite, dans le cadre de ce qui se passe, proposer au gouvernement. Le moment venu, le gouvernement se réunira pour lever des options. Est-ce qu'il faut militariser? Est-ce qu'il faut ceci? Mais c'est des options qui sont à table. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement venir nous demander de protéger notre écosystème. Lorsqu'on parle de charbon de bois, il faut qu'on apprenne à nos populations comment ils s'adaptent, quels sont les comportements qu'ils doivent adopter pour protéger les climats. Mais nous devons d'abord avoir la sécurité. Tant qu'on n'aura pas de sécurité garantie dans cette partie du pays, aucun projet de développement ne peut prendre corps. Alors, vous êtes nos partenaires, venons travailler, réglons les problèmes de sécurité. Ensuite, on protégera les climats, on protégera les aires protégées, nous ferons tout ce qui est possible. Mais nous ne pouvons pas nous aliéner nos obligations comme gouvernement de sécuriser nos populations, de développer notre territoire et de cesser d'être la risée du monde, parce qu'il est temps pour la République démocratique du Congo de rayonner comme sa mission est prévue. Je pense, Monsieur le ministre, on va terminer par là. Chacun de nous a son ange gardien. Je souhaite à vos anges gardiens de vous protéger. Monsieur le ministre, on va partager vos textes parce que nous devons libérer pour le journal télévisé. Merci. Peut-être qu'on se reverra vendredi avec la ministre de l'Environnement et les ministres des Hydrocarbures. Bonne soirée chez vous. Merci.